Elle était assise, immobile, au cœur de cet enfer gelé, un bloc de glace massif façonné comme un ours, les bras verrouillés autour d'un minuscule battement de cœur qui s'éteignait lentement. À l'œil nu, elle ressemblait à une statue sculptée directement dans le glacier, emprisonnée sous une couche de givre si épaisse qu'elle avait transformé sa fourrure en pointe irrégulière d'armure blanche. Elle ne bougeait pas. Elle ne clignait pas des yeux. Elle était devenue un monument silencieux au sacrifice ultime d'une mère. Son propre corps colossal faisait rempart contre un vent capable d'arracher la chair jusqu'à l'os. Chaque rafale frappait comme une lame invisible, s'engouffrant entre les rochers, hurlant à travers la plaine de glace sans la moindre pitié. Mark, patrouilleur expérimenté, persuadé d'avoir déjà tout vu de ce que l'Arctique pouvait infliger à un homme, manqua de passer devant elle sans ralentir. À travers le rideau aveuglant du blizzard, la silhouette figée ne ressemblait qu'à une formation de glace mal sculptée, un relief étrange parmi tant d'autres. Mais quelque chose le força à s'arrêter. Une pression sourde dans la poitrine. Une intuition primitive, animale, qui n'avait rien à voir avec la logique ou l'expérience. Mark coupa le moteur de sa motoneige. Le silence dura à peine une seconde avant d'être aussitôt englouti par le hurlement du vent. Il descendit, s'enfonçant jusqu'à la taille dans la neige lourde, avançant péniblement, une main levée devant son visage pour se protéger des aiguilles de glace qui fouettaient sa peau. À mesure qu'il approchait, l'irréel prenait forme. Ce n'était pas de la roche. Ce n'était pas une congère. C'était de la fourrure, emprisonnée sous une croûte de glace épaisse, hérissée de givre. Son cœur se mit à battre plus vite. La mère avait la tête inclinée, les yeux scellés par la glace, comme si le monde s'était refermé sur elle. Et pourtant, ses bras, figés, rigides, presque soudés, entouraient encore son petit. Elle était restée là, minute après minute, heure après heure, refusant de bouger, parce que bouger signifiait exposer son ourson à la tempête. Mark tomba à genoux. Il arracha un gant malgré le danger immédiat et posa sa main contre son flanc. Le contact le glaça jusqu'aux os. C'était dur. Lisse. Froid. Comme la paroi d'un congélateur industriel. Il eut l'impression de toucher quelque chose qui appartenait déjà à la mort. Puis, sous les couches de muscles figés et de glace, il sentit un frémissement. Infime. Presque imaginaire. Un souffle. Elle était vivante. À peine. Le cœur battant, Mark commença à dégager la glace autour de sa poitrine, d'abord avec ses outils, puis avec ses doigts lorsque l'urgence balaya toute prudence. Des éclats de givre tombèrent sur la neige. C'est alors qu'il vit le petit. Enfoui profondément dans la fourrure, immobile, si léger qu'il semblait irréel. Sa respiration était si faible qu'elle ne soulevait même pas son ventre. Mark porta sa radio à sa bouche. Rien. Que de la statique. La tempête empirait. S'ils repartaient maintenant chercher de l'aide, le froid les emporterait avant 1 heure. S'ils restaient, ils risquaient de mourir avec eux. La logique criait de partir. On n'interfère pas avec la nature. On ne touche pas à un prédateur de plusieurs centaines de kilos, même mourant. Mais Mark regarda les bras gelés de la mère, toujours serrés autour de son petit. Et il prit la décision la plus insensée de sa vie. Il ne les laisserait pas là. Il attrapa le traîneau de chargement accroché à la motoneige. Ce qui suivit fut une épreuve de pure folie, portée par l'adrénaline et le désespoir. À l'aide d'un treuil, de leviers improvisés et d'une force qu'il ne se connaissait pas, il parvint à hisser l'énorme masse inerte sur le traîneau. Elle était un poids mort, lourde comme le plomb. Chaque centimètre arraché à la neige lui brûlait les muscles. L'ourson, lui, ne pesait presque rien. Mark le glissa sous sa parka, contre sa poitrine, espérant que la chaleur de son propre corps suffirait à maintenir cette étincelle de vie. Il sangla la mère avec des sangles épaisses, priant pour qu'elle ne se réveille pas pendant le trajet. Le retour vers la cabane fut une course contre la mort. Le traîneau bondissait sur les arêtes de glace. Chaque choc envoyait une pointe de terreur dans la colonne de Mark, non pas pour lui, mais pour ce qu'il transportait. Il conduisait comme un homme possédé, aveuglé par la neige, les doigts engourdis, répétant intérieurement une seule chose, tenir encore. Lorsqu'il fracassa enfin la porte de sa cabane isolée, le monde extérieur sembla se refermer derrière lui. Il traîna la mère à l'intérieur, la fit glisser sur un tapis épais jusque devant la cheminée. Il empila des bûches, alluma, attisa, jusqu'à ce que les flammes rugissent, emplissant la pièce d'une chaleur presque violente. Alors seulement, il réalisa ce qu'il venait de faire. La chaleur envahit lentement la cabane, presque de manière irréelle. Après l'enfer blanc de l'extérieur, l'air brûlant qui montait de la cheminée semblait appartenir à un autre monde. Mark resta un instant immobile sur le seuil, haletant, le corps encore secoué par l'effort et la peur, avant de refermer la porte derrière lui. Le vent tenta une dernière fois de s'engouffrer à l'intérieur,
puis le silence reprit ses droits. Il traîna l'ours à l'intérieur avec une prudence presque révérencieuse. Chaque mouvement demandait un effort immense. Son corps massif était rigide, lourd, privé de toute réaction. Elle paraissait vulnérable d'une façon troublante, presque indécente pour un animal capable d'inspirer la terreur à des kilomètres à la ronde. Marc la fit glisser sur un tapis épais, juste devant la cheminée, comme s'il cherchait instinctivement à la placer au cœur de la seule chose capable de la sauver. Il s'activa sans réfléchir davantage. Il empila les bûches, attisa les flammes, jusqu'à ce que le feu rugisse avec une intensité presque violente. La chaleur devint rapidement suffocante, mais il ne ralentit pas. Il savait que le danger ne venait pas seulement du froid, mais aussi du retour trop brutal de la circulation sanguine. Trop vite, et le choc serait fatal. Trop lentement, et elle ne survivrait pas. Il chauffa de l'eau, imbiba des serviettes, les appliqua lentement sur les membres figés de l'ours. Il massait avec précaution, revenant encore et encore sur les mêmes gestes, surveillant le moindre frémissement, la moindre réaction. Ses mains tremblaient, non de fatigue, mais de tension. Il n'avait jamais été aussi conscient du poids de chaque décision. L'ourson, toujours blotti contre lui, restait désespérément silencieux. Marc sentit la pànica remunter, sourda, incontrolable. Il le posa doucement contre le ventre de sa mère, cherchant à recréer la posture qui les avait maintenus en vie au cœur de la tempête. Il les recouvrit tous les deux de couvertures thermiques, ajoutant couche après couche, comme s'il tentait d'emprisonner la chaleur, de ralentir le temps. Puis il s'assit. Et il attendit. Les minutes s'étirèrent, lourdes, presque cruelles. Le silence de la cabane n'était rompu que par le crépitement du bois et le vent lointain qui frappait encore les murs. Marc ne bougeait pas. Il observait. Il écoutait. Chaque inspiration, chaque expiration devenait un événement. Puis un son. Infime. Fragile. Un léger couinement. Le cœur de Marc bondit. Il se pencha, retint son souffle. Les paupières minuscules de l'ourson frémirent. Un signe. Un miracle discret. Il se leva d'un bond, traversa la cuisine en trébuchant presque, fouillant dans ses réserves jusqu'à trouver la bouteille de lait de chèvre qu'il conservait pour les situations extrêmes. Il la réchauffa avec une précision obsessionnelle, testant la température encore et encore. De retour près du feu, il approcha doucement la tétine du museau du petit. Une seconde passa. Puis une autre. Rien. Le doute s'insinua. Et soudain, une langue rose, minuscule, s'accrocha. L'ourson commença à boire, lentement, maladroitement. Ses pattes se mirent à pétrir l'air, réflexe ancestral qui arracha à Marc un souffle long, tremblant. Il souriait. Il respirait enfin. Mais le répit fut de courte durée. Un grondement profond vibra soudain dans le plancher. Grave. Lent. Indiscutablement vivant. Le corps de Marc se figea instantanément. La couverture sur le sol se souleva légèrement. Puis encore. La tête massive de l'ours émergea lentement. Ses yeux s'ouvrirent, sombres, lucides, fixés droit sur lui. C'était l'instant où un homme devait mourir. Une mère réveillée dans un lieu inconnu. L'odeur d'un humain. Son petit nu entre des mains étrangères. Tout appelait à une explosion de violence. Marc ne recula pas. Il ne cria pas. Il baissa simplement les yeux, geste instinctif de soumission totale. Ses mains restaient immobiles, tenant le petit avec une douceur presque irréelle. La tensione implicait la cabane, dense, étouffante. L'ours renifla l'air. Elle sentit le feu, le lait, la chaleur qui revenait lentement dans son corps meurtri. Ses muscles frémirent. Marc sentit son cœur battre jusque dans sa gorge. Puis, contre toute attente, l'attaque ne vint pas. À la place, l'ours poussa un long soupir rauque et reposa lentement sa tête sur ses pattes. Elle resta éveillée, attentive, mais sans agressivité. Ses yeux suivaient chaque mouvement de Marc. Il n'y avait ni rage ni peur dans ce regard. Seulement une compréhension silencieuse, presque irréelle. Les jours suivants s'écoulèrent comme hors du temps. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, la cabane devint un sanctuaire improbable. L'ourson récupéra rapidement. Il se mit à tituber sur le plancher, glissant maladroitement, mordillant les lacets de Marc, s'endormant roulé en boule près du poêle. L'ours, elle, guérissait lentement. Déshydratée, épuisée, elle acceptait l'eau et le poisson que Marc lui apportait, toujours avec une prudence infinie. Jamais elle ne montra les crocs. Lorsque le ciel se dégagea enfin, révélant un matin arctique d'un bleu aveuglant, Marc sut que cette parenthèse devait prendre fin. Il contacta l'équipe de secours animaliers. Quand l'hélicoptère arriva, les vétérinaires restèrent figés, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Un homme assis par terre,
un ourson endormi sur ses genoux et une ours polaire massive somnolant paisiblement près du feu. Ils lui dirent qu'il avait eu de la chance. Mark Surratt. Il savait que ce n'était pas de la chance. Lorsque l'hélicoptère disparut à l'horizon, emportant l'ours et son petit, la cabane replongea dans un silence presque brutal. Ce n'était plus le silence agressif de la tempête, ni celui oppressant du froid extrême. C'était un vide différent, plus lourd encore, comme si l'air lui-même s'était vidé d'une présence essentielle. Mark resta immobile, debout au milieu de la pièce, incapable de faire un pas de plus. Il avait l'impression très nette que quelque chose venait de se refermer, lentement, derrière lui. La chaleur du feu continuait de remplir la cabane, mais elle ne lui apportait plus aucun réconfort. Elle semblait inutile désormais, presque déplacée. Pendant plusieurs minutes, il ne fit rien. Il regardait simplement l'endroit où l'ours avait été allongé, la trace sombre laissée par son corps massif sur le tapis. Il savait qu'il ne devait pas les revoir. Que ce lien, aussi extraordinaire soit-il, devait s'éteindre. Les animaux sauvages ne survivent pas grâce à la confiance. Ils survivent grâce à la distance. Cette certitude n'adoucissait pourtant rien. Les jours suivants s'écoulèrent avec une lenteur inhabituelle. Mark reprit ses gestes quotidiens, mais tout semblait mécanique, vidé de sa spontanéité. Il réparait, rangeait, sortait inspecter les alentours, puis revenait s'asseoir face au feu sans vraiment savoir pourquoi. La cabane, autrefois refuge contre la solitude, paraissait désormais trop vaste, trop silencieuse. À l'extérieur, la tempête avait laissé place à une étendue d'une pureté presque violente. Le ciel arctique, débarrassé de ses nuages, s'étirait dans un bleu éclatant, indifférent à ce qui venait de s'y jouer. La glace craquait parfois sous l'effet des variations de température, rappelant à Mark que la vie continuait, imperturbable. Il reçut, à distance, des nouvelles de l'équipe vétérinaire. L'ours avait survécu. Les engelures étaient sévères, certaines zones de chair avaient été atteintes profondément, mais son état était stable. Les muscles, longtemps privés de circulation, retrouvaient lentement leur souplesse. L'ourson, contre toute attente, récupérait rapidement. Il mangeait, dormait, jouait. Il vivait. Mark accueillit ces informations avec un soulagement discret, presque silencieux. Il n'en demanda pas davantage. Il savait qu'il devait laisser cette histoire se refermer sans tenter de la prolonger artificiellement. Puis, un matin, quelque chose rompit la routine. Il se réveilla à cause d'un bruit sourd sur le perron. Pas un choc violent. Pas un grattement. Quelque chose de posé. Delabere. Il resta allongé quelques secondes, le regard fixé au plafond, écoutant attentivement. Le bruit ne se répéta pas. Le silence revint, intact. Par réflexe, Mark saisit son fusil. Dans ces régions, la prudence n'était jamais excessive. Il ouvrit la porte lentement, s'attendant à voir un renard ou un charognard surpris en pleine tentative. Le perron était vide. Mais au centre du paillasson, parfaitement aligné, reposait un poisson immense. Un noble chevalier, fraîchement pêché. Pas mutilé. Pas à moitié dévoré. Déposé avec un soin presque troublant. Mark Restifige. Il observa la neige autour de lui. Aucune empreinte. Le vent avait tout effacé. Il referma la porte sans emporter le poisson. Il avait besoin de comprendre. Une semaine plus tard, cela se produisit à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un poisson. C'était une jeune carcasse de phoque, déposée au pied de l'escalier. Là encore, aucune trace visible. Aucun signe de lutte. Juste cette offrande silencieuse, lourde de sens. Mark sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Ce n'était plus une coïncidence. Il saisit ses jumelles et balaya lentement l'horizon. Au loin, près de la bordure irrégulière de la banquise, deux silhouettes se détachaient dans la lumière blanche. Une masse immense, immaculée, parfaitement reconnaissable. Et à ses côtés, une forme plus petite, vive, encore maladroite. L'ours et son petit. Ils étaient loin. Très loin. L'ours s'arrêta. Lentement, elle tourna tout son corps vers la cabane. Elle resta ainsi longtemps, immobile, observant ce point minuscule dans l'immensité glacée. Elle ne s'approcha pas. Elle respectait la frontière invisible entre leurs mondes. Mais elle se souvenait. Elle se souvenait du feu. De la chaleur. Du lait. De l'homme qui avait choisi de rester lorsque tout appelait à fuir. Ce n'était pas de l'attachement. C'était une dette. Une reconnaissance silencieuse. Mark sentit sa gorge se nouer. Il ne leva pas la main. Il ne fit aucun geste. Il se contenta de regarder. Puis les silhouettes s'éloignèrent lentement, se fondant dans l'infini blanc. Les semaines passèrent. Et parfois,
quand la pêche était bonne, un cadeau apparaissait sur le perron. Toujours sans bruit. Toujours sans trace. Un rappel muet que la gratitude n'est pas l'apanage des humains. Que certaines mémoires traversent les espèces. Marc ne revit jamais l'ours de près. Mais il sut, avec une certitude profonde, que dans cet univers glacé et impitoyable, il n'avait jamais été totalement seul.